Imaginez un film tellement révolutionnaire qui va bouleverser Hollywood à jamais. Blade Runner n'est pas seulement un nom célèbre, c'est un film tellement en avance sur son temps qu'il mettra plus de 20 ans avant d'avoir la reconnaissance qu'il mérite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire cachée. Aujourd'hui on s'attaque à un film qui n'a pas seulement redéfini les genres de la science-fiction, mais qui a aussi créé une vision du futur qui résonne encore 40 ans plus tard. Avant de plonger dans un Los Angeles baigné dans des néons de lumière et une pluie acide, on va remettre un peu de contexte sur qui est Ridley Scott avant ce film. A la base, Ridley Scott, c'est un réalisateur de publicité, plutôt bon d'ailleurs, et avant qu'on lui confie les rênes de Blade Runner, il va réaliser 2 longs métrages. Le premier film, c'est un film un peu moins connu de nos jours, c'est un film d'époque qui s'appelle Les Duellistes, qui raconte l'histoire de 2 lieutenants qui vont s'affronter en duel pendant plus de 15 ans. Donc vous allez me dire, ça vend pas du rêve de ouf comme ça, mais avec ce film, il repart quand même avec le prix du meilleur premier film à Cannes, donc en vrai, pas mal pour un premier film. Après ce film, il va vouloir s'attaquer à l'adaptation au cinéma d'une pièce d'opéra, Tristan und Isolde. Mais un beau jour d'automne 1977, après une fraîche brise, Ridley décide de se réchauffer dans un cinéma. Et ce qu'il va voir va tout changer. Ce film, c'est Star Wars, un nouvel espoir. Et après sa séance, il est convaincu que les effets spéciaux peuvent révolutionner le cinéma actuel. Il abandonne donc son projet d'opéra pour se concentrer sur ce qui deviendra son premier banger, sorti en 1979. Je parle bien évidemment de Alien, le 8ème passager. Avec ce film, Scott il arrive quand même à nous montrer à quel point c'est un génie, que c'est ultra bien raconter des histoires, notamment des histoires de science-fiction, mais également qu'il arrive à créer des univers totalement nouveaux, propres à lui-même, que ce soit à travers les effets spéciaux ou les décors. Et du coup, c'est grâce à Alien et son succès immédiat qu'il a montré qu'il était prêt pour des projets encore plus ambitieux. Le projet de Blade Runner, on le doit à 2 personnes, scénaristes et producteurs, Anton Fencher et Michael Gilley, qui ont adapté le roman de Philip K. Dick, Do Androids Dream About Electric Sheep. J'ai tenté mon meilleur accent. Je vous fais un petit résumé quand même pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou qui l'auraient totalement oublié. Pas d'inquiétude, y a pas de spoil. Donc on est dans un futur dystopique où l'humanité a créé des colonies dans l'espace à l'aide d'esclaves robotiques qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des humains. On appelle ça des réplicants qui sont à la base inoffensifs, mais un groupe de réplicants va se rebeller et s'emparer d'un vaisseau pour se réfugier à Los Angeles. Pourquoi Los Angeles? Aucune idée. Un agent spécialisé qu'on appelle un Blade Runner du nom de Rick Deckard, joué par Harrison Ford, va être envoyé pour les éliminer, ce qui va finir par le plonger dans un questionnement autour de sa propre humanité. Les scénaristes ont directement contacté Scott, qui après avoir lu le scénario a directement accepté en voyant le potentiel visuel du film. Sa seule condition par contre c'est de pouvoir créer son propre univers en s'éloignant au maximum de celui décrit dans le livre, en ajoutant sa propre vision du futur. Un futur sombre, pluvieux, où la lumière du soleil elle est remplacée par la lumière des panneaux publicitaires, avec des bâtiments imposants où les rues sont des labyrinthes de vie et de commerce, couplé à la réflexion philosophique du livre sur les thèmes comme la réalité, l'identité et l'humanité. Bien sûr tout en captant une beauté dans la décadence de cette vie. Mais cet aspect esthétique, c'est pas juste un effet de style, il a vraiment voulu utiliser cette approche visuelle afin d'accentuer au maximum le contraste entre les personnages vivants, qu'ils soient humains ou réplicants, et l'environnement froid et impersonnel dans lequel ils vivent. C'est comme ça qu'il a créé le style néo-noir qui est devenu un peu l'identité du film, en voulant déjà en plus dès le début être une référence esthétique, super mégalo, et influencer après des générations de films à venir, mais bon il a réussi. Et maintenant ce style néo-noir, c'est un peu le synonyme de science-fiction. Pour créer tout cet univers au début des années 80, Scott et toute son équipe, ils ont dû faire face à de nombreux défis. Un truc qu'on ne pouvait absolument pas retirer au film à sa sortie, c'était quand même ses effets spéciaux vraiment révolutionnaires pour l'époque. Faut se dire qu'à ce moment-là, la CGI allait qu'à ses débuts, et que Scott, pour donner son univers un peu futuriste et gigantesque, et bah lui et ses équipes, ils ont dû utiliser plein de petites astuces. Je vais essayer d'utiliser des mots pas trop techniques que même moi je comprends pas pour vous décrire comment ça a été fait. Mais en gros c'est pas mal d'effets d'optique et techniques, avec des placements de points de vue sur la maquette pour donner un peu cette profondeur de champ qui fait que tout ça c'est réaliste. Pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le Zoptic. Les miniatures elles étaient tellement bien faites, et les décors aussi, et les maquettes aussi, qu'ils pouvaient vraiment le filmer de près et garder cet aspect de grandeur et cette illusion en fait de réel. Et c'est un expert des effets spéciaux qui avait d'ailleurs travaillé sur 2001 l'Odyssée de l'espace, Douglas Trumbull, qui a travaillé sur une technique révolutionnaire, enfin à l'époque en tout cas, en 1982 je le rappelle, de mouvement de caméra pour les miniatures,
qui en fait sont contrôlés directement avec un ordinateur. Faut quand même pas oublier qu'on est en 1982, que ces techniques elles sont pas du tout maîtrisées, et que la CGI, elle en est qu'à ses débuts. Pour l'époque, c'est un style qui est encore jamais vu. En vrai, les films de science-fiction, à ce moment-là, c'est des films soit d'aventure, soit d'exploration spatiale. C'est la première fois qu'on a un film de science-fiction qui montre un futur sale, usé, où la technologie avancée, elle apporte pas grand-chose à l'humanité. Là où à côté, on avait des films comme Star Wars, Star Trek, qui dépeignaient un futur propre, épuré, où la technologie, c'est pas un réel danger. Là où Blade Runner va casser les codes, en montrant un futur dystopique, sale et chaotique, et où la technologie avancée ne va absolument pas résoudre les problèmes fondamentaux, et n'apporte pas spécialement le bonheur non plus. Après, faut quand même pas se dire que Ridley Scott il est tout seul à faire ça, hein. Il a d'énormes équipes derrière lui, dont des artistes, et il y en a un en particulier, Sid Mead, qui l'a bien aidé. C'est lui qui a conçu par exemple les véhicules, dont la voiture volante, la Spinner, l'environnement, les bâtiments. En fait, c'est un peu lui qui a tout conçu, c'est un peu lui qui a fait le film en fait. Non, je plaisante, mais c'est lui qui a vraiment fait tout l'univers, grâce à la vision de Scott, bien sûr, à la base. Et c'est comme ça qu'ensemble, ils ont pu créer cet univers qui paraît si réel. Mais du coup, pour rendre cet univers vraiment réaliste pendant le tournage, comme vous l'avez pu le voir avec les différentes images, et cette pluie en permanence, il fallait bien de la vraie eau. Du coup, sur le tournage, c'était plus à gogo pour tout le monde, même entre les prises où les acteurs attendaient. D'ailleurs, Harrison Ford, il avait dit du film qu'il était inconfortable et humide. En même temps, tu m'étonnes quand on t'envoie une tonne d'eau par jour. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais l'acteur Hodger Hoyer qui joue Roy, son monologue à la fin face à Harrison Ford, avec la pluie, les toits, etc., il l'a totalement improvisé et qui a rendu vraiment le film exceptionnel. Et en vrai, c'est aussi pour ça qu'on se souvient du film. I've seen things you people wouldn't believe. Bon, on avait déjà parlé dans la vidéo sur The Beach, mais dans chaque tournage, il y a des désaccords et des malentendus. Et Blade Runner, il n'y a pas échappé. Ce qui a marqué le tournage et frustré Ridley Scott, c'était la vision précise du film qu'il voulait réaliser. Parce que, ok, lui, il avait son film en tête, mais du coup, les acteurs et les producteurs, ils avaient leur aussi. Et du coup, tout ça, ça a amené à quelques tensions, comme avec Harrison Ford, qui avait une vision un peu différente du caractère de son personnage, et également de la direction générale du film, et sont un peu des points sur lesquels, du coup, ils sont embrouillés. Mais le point principal de tension pendant le tournage, c'était l'histoire de la voix off. Vous allez me dire, c'est quoi cette histoire de voix off? Il n'y a pas de voix off. Et en fait, dans la version de 1982, il y a une voix off, qui décrit un peu l'intrigue du film, ce que Harrison Ford détestait, mais ce que les studios voulaient absolument garder. Et du coup, il y a eu pas mal de désaccords entre Harrison Ford, Scott et les studios. I'd quit because I'd had a belly full of killing. But then I'd rather be a killer than a victim. And that's exactly what Bryant's threat about little people meant. Bon, on en parlait aussi juste avant, mais la météo elle a un gros impact avec cette pluie qui tourne en permanence, plus le fait qu'ils aient tourné majoritairement de nuit, ce qui crée d'énormes tensions avec la fatigue, ce qui n'a pas du tout aidé à la bonne ambiance du plateau. We had, I think, 50 nights of work on the back lot of Warner Brothers. Cold, rainy often. It was a tough shoot, tough movie to make. Ajouter à ça un budget et un délai à tenir quand on a un réalisateur qui est quand même connu pour être ultra dans le détail, ça aide pas du tout. Enfin, ça aide parce que du coup t'as un résultat de ouf, mais par contre pour les producteurs qui sont eux graves sur l'oseille et sur les timings, ça a créé de nouvelles tensions. Blade Runner, c'est un nom dont on a tous déjà entendu parler, que ce soit à travers la version de Ridley Scott ou celle de Denis Villeneuve, et pourtant c'était loin d'être gagné. Effectivement, à sa sortie, Blade Runner, c'est loin d'être le succès d'Alien, les critiques elles sont grave mitigées, et son succès commercial il est vraiment pas ouf. Faut croire vraiment qu'à l'époque, le public n'était pas du tout prêt pour un film aussi révolutionnaire, habitué à des univers plus propres si je puis dire, comme Star Wars ou Star Trek. Et en plus la voix off dont on parlait tout à l'heure, elle a été grave critiquée, tout le monde trouve ça super lourd qu'on t'explique tout le film, l'intrigue à travers une voix off. Merci les studios. Non mais du coup c'est vraiment au fil des années, petit à petit, que le film il a réussi à se faire une renommée, passant du film sous-coté de ouf qu'il était à l'époque, au film culte qu'il est maintenant. Et tout ça c'est dû soit à des personnes qui font des analyses du film et qui mettent un peu en lumière sa complexité, à quel point vraiment le film est ultra complet, ou soit les nouvelles générations qui vont découvrir le film, que ce soit à la télé ou chez eux en DVD, VHS, et créer une vraie communauté autour du film, qui va à la fin alimenter un peu sa notoriété. On parlait des versions, du coup, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 3. Il y a eu celle de 82, celle qui est sortie du coup au cinéma, celle dont on parle là. Il y a eu celle 10 ans plus tard, celle de 92.
la Director's Cut. Je sais pas trop du coup avec la première version quelles sont les différences sur celle-ci. Et après on a eu la dernière version, la plus récente, celle de 2007, la Final Cut. Celle où Ridley Scott il a vraiment mis la vision que lui il avait du film, avec des plans qui étaient retirés, des nouvelles scènes qui ont été ajoutées, et surtout cette voix off qui a enfin été retirée. Ces versions elles ont été beaucoup plus appréciées de l'ancien public, et elles ont permis de toucher un nouveau public, en vrai comme moi par exemple, et elles permettent derrière de classer le film au chef-d'œuvre qu'il est maintenant. Et Blade Runner, on ressent vraiment son influence en dehors du style néo-noir qui est le style de la science-fiction. Il y a un nouveau genre un peu qui se dégage de Blade Runner, c'est le genre cyberpunk. Que ce soit des films comme Matrix, Ghost in the Shell ou des jeux vidéo, Blade Runner il a vraiment marqué tout un pan d'œuvres dans ce style-là, et recommence d'ailleurs avec la version de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Avec ce film, il y a un réel regain de tout l'intérêt autour de l'univers du film. D'ailleurs, en plus, le film il a super bien marché au box-office avec plus de 280 millions pour un budget estimé à 150, 180 je crois. Et d'ailleurs, il va y avoir une série qui va sortir l'année prochaine qui s'appellera Blade Runner 2099. C'est ouf quand même de se dire que le film il a plus de 40 ans et qu'il a cette petite singularité qui fait qu'il traverse toutes les générations et qui continue d'influencer et de récupérer une nouvelle communauté et créer du nouveau contenu avec des nouveaux films, nouvelles séries, tout qui sortent. Et en vrai, ça montre quand même à quel point le film, un peu comme les Star Wars et tout, c'est un pan du cinéma américain et au final un peu mondial. Moi pour vous dire c'est mon père qui m'a fait découvrir le film il y a plus de 15 ans et en vrai quand j'y pense sûrement avec la sortie de la version de 2007 et vraiment le film il m'a marqué de ouf surtout avec cette fameuse scène de monologue de Roy sur les toits avec la pluie et tout. En plus vu que tu sais que c'est un robot tu te dis putain c'est encore plus flippant quand t'es gamin et vraiment le film j'ai encore un trop bon souvenir de ça et je le regarde de temps en temps. D'ailleurs le film est disponible sur Netflix je crois, enfin en tout cas il était disponible sur Netflix donc si vous voulez le voir foncez-y vraiment je le recommande de ouf. Ce film il dépasse vraiment le simple divertissement pour devenir un réel questionnement de soi sur l'impact de la technologie. Dans un monde où l'intelligence artificielle évolue et où elle menace des emplois, on peut se demander ce qui fait réellement notre singularité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like, à vous abonner, vous connaissez la chanson, mais en vrai ça aide vraiment de ouf, donc faites-le s'il vous plaît. Et même si ça vous a pas plu, mettez quand même un petit commentaire, un like et tout, vraiment ça aide. Et d'ailleurs je vous invite aussi à suivre mes réseaux sociaux, tous les mardis soirs je fais une petite actu du cinéma en moins de 3 minutes. Et à la fin, en plus, je recommande un petit film sympa à voir sur une plateforme. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour. J'ai plus qu'à vous dire à dans 2 semaines pour une nouvelle histoire cachée. Ciao!